こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 28 octobre dernier, c'est un règlement de compte des plus étranges qui a eu lieu dans le dortoir d'une grande compagnie de sécurité privée. En effet, ce soir-là, Yoshida Noriatsu, 73 ans, cadre dans l'entreprise, et Kajino Matoru, 66 ans, agent de sécurité, avaient eu des mots lors du repas du soir au réfectoire de la compagnie à propos d'une mission que le cadre estimait ne pas avoir été effectuée correctement. Menaçant d'infliger une pénalité financière à l'employé, les deux hommes avaient ensuite échangé des insultes et des menaces avant de monter dans le dortoir. C'est au petit matin, à 6h, qu'un collègue trouva Kajinuma inconscient et le visage en sang, allongé sur son futon. Conduit d'urgence à l'hôpital, il sera déclaré mort par le médecin des urgences qui appellera la police étant donné le caractère typique des blessures, des coups à la tête, à l'abdomen et au torse qui faisaient apparaître des marques classiques de coups de poing et de pied. Très vite, Yoshida fut entendu par la police et avoua avoir tué son employé suite à l'altercation du réfectoire et les menaces réitérées jusque dans le dortoir. Piqué au vif, il dira avoir vu rouge face aux insultes de son subordonné et l'avoir roué de coups, le laissant pour mort sur son lit. Il a été mis en examen pour meurtre et risque 15 ans de prison. Affaire à suivre. Le 1er juillet 2020, Watabe Terumasa, 60 ans, était arrêté pour le meurtre de sa petite amie Kumada Manami, 46 ans, après que la fille de celle-ci, âgée de 16 ans, ait pu avertir la police après avoir échappé à la tentative de meurtre de l'homme, bien décidé à les tuer toutes les deux. L'acte s'était passé en deux temps. Le 1er juillet, suite à une dispute résultant des menaces de Kumada de le quitter, Watabe avait battu sa petite amie avec sa ceinture, lui laissant de larges plaies sur le visage avec la boucle, avant de l'étrangler avec cette dernière. Après avoir caché le corps dans la salle de bain en projetant de s'en débarrasser plus tard, il était allé au domicile de Kumada, où il savait y trouver sa fille, dans le but de l'assassiner elle aussi et de se débarrasser des deux corps en même temps. Après avoir par la ruse tenté de l'étrangler avec une rallonge électrique, il avait écopé d'un coup de pied bien placé et la victime avait pu s'échapper jusqu'à une maison voisine et donner l'alerte. Watabe avait pris la fuite et fut arrêté le 25 juillet 2020 après une courte cavale. Mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre sur mineur, l'homme d'affaires, riche et très influent dans sa communauté, avait fait appel aux meilleurs avocats et nombre de pièces du dossier avaient pu être écartées. Le 20 octobre 2022, le juge a donc rendu son verdict et une peine plutôt clémente au vu de la gravité des faits, 15 ans de prison ferme, mais avec des possibilités de libération anticipée. Pour information, dans le même tribunal, un ivrogne qui avait accidentellement tué un compagnon de boisson pendant une bagarre avait écopé de 17 ans de réclusion. Watabe dort donc derrière les barreaux, délesté de quelques millions de yens donnés à la jeune Kumada pour continuer une vie bien mal commencée. Affaire classée. Vous connaissez cette affaire dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée, celle de Azuma Shinichiro alias Sakakibara Seito, aussi connu sous le nom de Shonen Ei. Cet enfant de 14 ans, grand admirateur des tueurs en série américains, avait assassiné et décapité un jeune garçon handicapé mental de 11 ans et une petite fille de 10 ans à coups de marteau. 3 autres enfants du même âge avaient été grièvement blessés au cours de ses premières tentatives de meurtre. Ces assassinats odieux avaient relancé les polémiques sur les peines infligées aux mineurs pour de tels actes et des lois sur le sujet avaient été durcies. Malgré cela, Azuma avait été condamné en juin 1997 à une hospitalisation psy jusqu'à sa majorité, avant de sortir en janvier 2005 et de revenir à une vie normale. Le meurtrier, devenu adulte, écrira ses mémoires criminelles dans un livre, Zeka, GT Shonen Ei, qui connaîtra un succès de librairie retentissant, puis se consacrera à un blog sur lequel il publiera des dessins macabres qu'il vendra aussi aux collectionneurs.
Les archives de cette terrible affaire, auditions et pièces à conviction devaient être conservées secrètes jusqu'à ce que le condamné atteigne 26 ans, comme le prévoit la loi japonaise, et c'est ce qui fut fait jusqu'en 2009. À cette date, la famille du meurtrier et son avocat firent tout ce qui était en leur pouvoir pour faire classifier ce dossier et le rendre non consultable par les journalistes et les criminologues. Des années de procédure virent les dossiers se promener de cours en tribunaux au point d'endommager certaines pièces mal conservées. Le 25 octobre 2022, le tribunal pour mineurs de Kobe, qui avait instruit l'affaire en 1997 et était légalement propriétaire de ces dossiers, a ordonné la destruction de ces pièces et c'est bien ce qui a été fait. Les psychiatres criminels, profilers et criminologues de tout le pays crient au scandale et pleurent la perte de documents d'une importance capitale dans la compréhension d'un tel acte. Mais c'est trop tard. L'ensemble des pièces, écrits et documents du dossier Sakakibara Seito a été détruit sur ordre du juge pour enfants. Maître Kodori Oji, avocat de Azuma, a lui-même regretté cette décision. Les motivations du tribunal pour enfants de Kobe sont assez floues, mais invoquent une trop grande dégradation des pièces pour pouvoir les conserver et le désir de faire oublier cette terrible affaire. En 2016, suite à la révélation de son véritable nom et de son adresse par le magazine d'investigation Association Shokan Bunshin, les autorités lui avaient permis de changer d'identité pour préserver sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses 2 enfants. Si chacun a droit à l'oubli et à la rédemption, Azuma, ou quel que soit son nom aujourd'hui, continue pourtant la diffusion de ses poèmes macabres et de ses dessins, et ses mémoires en sont à leur 20e réédition. Cette affaire qui avait bouleversé le Japon de la fin du XXe siècle continue à intriguer et à choquer nombre de personnes et à en fasciner d'autres. Je reçois régulièrement des demandes de la part de certains lecteurs ou abonnés demandant à acquérir, même à prix d'or, des objets ayant appartenu à Sakakibara Seito. Affaire à suivre pour longtemps. Le 29 septembre dernier, la police repêchait le corps d'une jeune fille de 14 ans dans le lac Sagami, préfecture de Kanagawa, après qu'un promeneur ne leur ait signalé sa présence. Cette macabre découverte mettait fin à une semaine de recherche de la jeune victime et confirmait les soupçons qui pesaient déjà sur un homme de 28 ans, Nozaki Yuya, employé de bureau et que la police soupçonnait d'avoir enlevé la collégienne. En effet, suite à la disparition de cette dernière, les parents avaient alerté la police qui, comme c'est maintenant toujours le cas dans ces situations, avait obtenu une réquisition de ses messageries et réseaux sociaux. Très vite, des discussions sur des forums de suicidaires apparurent et un interlocuteur plus zélé que les autres se détacha. Vite identifié, Nozaki, qui se faisait passer pour un étudiant de 19 ans auprès de sa victime, a été interpellé et prétendait avoir juste rencontré la jeune fille pour parler de choses et d'autres. Mais l'obtention des SMS échangés et les analyses des caméras de rue montrèrent vite le contraire. En garde à vue depuis le 27 septembre, l'homme a avoué avoir conseillé la jeune fille lors de son suicide et admis être l'homme qui l'a conduit jusqu'au pont pour qu'elle saute dans la rivière. Le séjour prolongé du corps dans l'eau et la dégradation due aux animaux fait que les légistes n'ont pas pu établir s'il y avait eu agression sexuelle, ni même si des impacts de paume de main étaient présents dans son dos. Nozaki a donc été mis en examen pour assistance au suicide consenti en attendant que d'éventuelles nouvelles preuves ne fassent surface. En l'état, il risque de 3 à 5 ans de prison. Pour l'heure, la brigade spécialisée dans ce genre d'affaires très répandue au Japon épluche les archives du présumé coupable, espérant peut-être résoudre d'autres disparitions mystérieuses. Affaire à suivre. Le 29 octobre dernier, la police de Osaka a arrêté Madame Tanaka Yuri, 33 ans, employée à mi-temps dans un bar de nuit pour le meurtre de son petit ami et compagnon Matsui Kiyo, 24 ans, officiellement sans emploi. C'est suite à un appel de détresse de Tanaka au 119 que les urgences avaient tenté de sauver le jeune homme qui avait reçu 5 coups de couteau dans le dos, mais en vain. Lors de son appel, puis des premières auditions, suite au décès, elle a admis avoir poignardé son compagnon après une grosse dispute liée à une aventure avec une autre fille, mais ne pensait pas que la lame serait assez profonde pour toucher le cœur et les poumons. Elle dira avoir juste voulu lui faire peur et un peu mal. C'est après 10 minutes à le voir saigner abondamment sur le sol de sa cuisine, sans réaction ni mouvement, qu'elle avait décidé d'appeler les secours, croyant que rien ne pouvait lui arriver.
Très jalouse, elle a avoué surveiller son jeune fiancé qui, après enquête, semblait travailler comme hôte dans des bars pour femmes et le soupçonnait d'avoir une relation affective avec l'une de ses clientes, ce qui rompait leur contrat tacite de ne pas tomber amoureux au travail. Elle vient d'être mise en examen pour homicide et risque 15 ans de réclusion. Affaire à suivre. Est-ce un gang qui est derrière le tragique assassinat d'un patron de bar de 44 ans retrouvé mort dans son établissement le 30 octobre au matin? En effet, ce jour-là, l'employé de l'agence immobilière qui gérait le local loué par le cafetier était venu lui signifier son retard de paiement et l'avait retrouvé mort allongé devant le comptoir en sang. L'autopsie avait révélé que l'homme avait succombé à 2 coups de couteau dans l'abdomen et qui avait touché des organes vitaux, arme abandonnée près du corps. Ce qui ressemble à la signature de certains gangs yakuza qui laissent toujours l'arme du crime sur les lieux comme avertissement semble être étayé par le rapport étrange que les lieux et leur statut locatif ont avec une famille associée au Sumiyashikai. Même si le local, situé dans le riant quartier de Shimokitazawa, semblait bien fonctionner et faire le plein tous les soirs, le gérant connaissait des difficultés de trésorerie constantes et ne pouvait plus assurer ses frais élémentaires comme le paiement des loyers et les fournisseurs d'énergie. Le gang en question étant connu pour son histoire d'amour avec le racket et les trafics locatifs en tout genre, il n'est pas à exclure que de gros retards de paiement, voire même un refus, aient pu entraîner l'exécution du malheureux. Pour l'heure, la police anti-gang de Tokyo examine les caméras de vidéoprotection de l'immeuble et celles de la rue, pour tenter d'y reconnaître quelqu'un qui pourrait être connu de ses services. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans une édition de février 2021, la mort terrible de 3 enfants de la main de leur propre père entre Fukuoka et Kagoshima. Le mis en examen Tanaka Ryoji, 43 ans, père célibataire, avait assassiné ses 3 enfants, Daisho et Rento, ses fils de 9 et 3 ans, et Hina, sa fille de 2 ans. Le corps de son aîné avait été retrouvé dans leur appartement de Izuka, près de Fukuoka, et un avis de recherche avait permis de retrouver le père dans un hôtel borgne près de Kagoshima, où il avait été vu avec ses 2 autres enfants. Lorsque la police était arrivée pour l'arrêter, l'homme avait sauté par la fenêtre, se brisant les os mais survivant à sa chute. Les 2 petits furent eux retrouvés morts dans la chambre. Une lettre de suicide avait été retrouvée et l'homme avait expliqué vouloir en finir et emmener ses enfants avec lui, par peur de l'avenir précaire qu'il avait à leur offrir. Sorti de l'hôpital au printemps 2021, il avait été incarcéré à la prison de Fukuoka et attendait son procès. Le juge de la cour de district l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, refusant sa demande de peine capitale. Ce genre d'affaires, de plus en plus courantes, aboutit rarement sur un procès et celui-ci fera date, même s'il ne dissuadera sans doute pas ceux qui planifient d'aussi funestes choses. Affaire classée. Le 25 octobre dernier s'ouvrait à Tokyo un procès hors du commun et qui replongeait les plus anciens dans les heures les plus sombres du pays. L'homme qui comparaissait devant la cour de justice spéciale n'était autre que Osaka Masaaki, 73 ans, ancien activiste du groupe terroriste d'extrême gauche Chukakuha et accusé du meurtre d'un jeune policier de 21 ans, Nakamura Tsuneo, lors des violentes manifestations de Shibuya le 14 novembre 1971. En ces périodes d'agitations étudiantes et de violences politiques de l'armée rouge unifiée et des groupuscules comme le Chikakuha, les affrontements avec la police étaient nombreux et beaucoup de gens des 2 côtés de la barricade ont été blessés. Certains plus radicaux, comme Osaka, préparaient les manifestations et se munissaient de cocktails Molotov et de barres de fer entraînés par des agents chinois, russes ou palestiniens spécialistes du désordre civil. Ce 14 novembre 1971, les groupes étudiants affrontaient la police pour protester contre la présence américaine à Okinawa et la troupe chargea alors que les manifestants s'en prenaient à des commerces. Osaka, alors âgé de 27 ans, avait jeté un cocktail Molotov sur un groupe de policiers et avait pris à partie l'agent Nakamura, le frappant à la tête avec une barre de fer à plusieurs reprises. Le policier avait succombé à ses fractures du crâne et à ses brûlures. Osaka avait réussi avec plusieurs de ses complices à échapper à la vigilance policière et avait disparu dans la nature, trouvant sûrement refuge dans les camps retranchés en montagne des groupes d'extrême gauche de l'époque.
Placé en tête des criminels les plus recherchés de ces dernières décennies, la police soupçonne que lui aussi aurait pu fuir au Liban ou en Palestine comme beaucoup d'autres criminels en fuite de cette période. En juin 2017, il avait été arrêté lors de manifestations à Hiroshima et gardé au frais pour vérification. Une analyse ADN faite sur une parente du suspect permit de l'identifier et de le placer en détention en attendant un procès. Depuis, il nie farouchement ce qui lui est reproché et plaide non coupable, mais le dossier solide et porté par des juges antiterroristes déterminés risque de rendre sa défense très compliquée. Mis en examen pour acte de terrorisme, meurtre d'un homme dépositaire de l'autorité, violence en réunion, acte d'insubordination et association de malfaiteurs, il risque la réclusion à perpétuité. Affaire à suivre. Les hommes de ma famille ayant eu la brillante idée d'aller mourir à la guerre, je fus élevé par des femmes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère barbue, et des tantes moustachues qui ne goûtaient pourtant que très peu la verve du grand Georges, et non, ce n'est pas une contrepétrie. Colmaté de toutes parts aux bonnes manières d'un autre temps, je reçus de ces vestales une parfaite éducation consolidée par un long passage chez les nonnes, pas John, puis les jésuites avant de passer des années à tout détruire pour devenir le buteur misanthrope mal embouché que vous voyez aujourd'hui. Me vouant plus aux trompettes de l'apocalypse qu'à celles de la renommée, iconoclaste grimaçant par devant, mais bon garçon pétri de façon de marquis, je fus tout à mon aise en arrivant au Japon il y a déjà quelque temps, goûtant fort le cérémonial civil et le verbe courtois. Laisser sa place aux dames dans un bus matinal ou aider un vieil homme à porter le poids de ses années dans des marches trop abruptes me semble toujours le mortier d'une base civilisationnelle universelle qui différencie l'humain breveté du simple abonné au gaz. Fukuoka, riante province qui vit naître ma progéniture, n'est pas dépourvue d'hommes de bien, et Iwao Atsushi, 28 ans, courageux gratte-papier pour une entreprise qui vend des trucs, a toujours suivi les préceptes élémentaires de la courtoisie et du vivre ensemble. Célibataire, vivant chez ses parents, il ne goûtait que très peu le simulacre de la reproduction en couple mixte jusqu'à ce qu'il rencontre Mayuko, la fille du comptoir, là, près de son bureau, celle qui prenait sa commande de bento chaque jour à l'heure du déjeuner. Dans le plus grand respect des protocoles d'approche établis depuis des millénaires par la bienséance élémentaire, Atsushi l'avait abordé, le rouge aux joues, et avait tenté de lui parler d'autre chose que la cuisson de ses côtelettes. Voyant qu'une certaine réactivité joviale se lisait sur le beau minois de la demoiselle, il se hasarda un peu plus chaque jour à évoquer l'idée d'une hypothétique possibilité d'envisager le projet, à plus ou moins court terme, d'aller boire un café après son service et, de fil en aiguille, de café en café, et de conversations polies en balade dans les jardins du complexe commercial, avec distance de sécurité, 3 mois étaient passés et l'idée de sortir un soir pour aller manger ensemble, vous savez, à la tombée de la nuit entre chien et loup, là où les ombres cachent les corps et les font frissonner d'expectations lubriques, enfin, d'aller dîner quoi. Ce qui ressemblait maintenant de plus en plus à un rencard se passa dans les termes les plus corrects et le salariman raccompagna la vendeuse en taxi en gardant les distances de sécurité, oui. Puis il y eut un autre dîner et encore un autre et 3 mois supplémentaires passèrent à peaufiner ces très correctes techniques d'approche. Les moins romantiques d'entre vous se demandent déjà comment on peut supporter un tel poids dans ses filets à provisions aussi longtemps sans tenter de poinçonner le ticket, mais je sais qu'il reste des gentlemen et de vrais ladies parmi vous et que vous aurez compris que pour certains ce sont des choses qui ne se font pas. La prude Mayuko et le timide Atsushi passèrent ainsi les semaines encore avant de se toucher la main, puis des mois avant de se toucher autre chose. Mais voilà, le premier safari à la bête à 2 dos, dans le noir, on sait se tenir, à peine terminé, la belle vendeuse, honteuse que l'on puisse savoir qu'elle avait fait la chose, bouda son beau prétendant et ne lui donna plus signe de vie. Déçue par sa prestation, rouge de honte ou enlevée par les Nord-Coréens, toujours est-il qu'elle changea de travail et de quartier, et jamais le beau col blanc ne la revit. Oui, mais voilà, on a beau être gentleman, pointu sur les manières et pas nerveux du Montpellier, on n'en est pas moins homme. Alors, jour après jour, sa peine de cœur épongée, elle au moins, dans le travail et l'amour de sa maman, c'est le corps qui cria et le derrière de ses oreilles n'était plus capable de stocker un tel poids.
Comme l'âme en peine qui traîne son désespoir abstinent dans les couloirs de la concupiscence passive, Iwao se réfugia dans les idoles de papier qui n'avaient pour couverture que celles glacées que les étals de marchands étalaient sans vergogne. Ces belles publications vendues chez tous les honnêtes commerçants affichant des visuels sans ambiguïté quant au contenu éditorial, notre nouveau supporter de l'équipe des étrangleurs de borgne les glissait en général entre les feuillets rébarbatifs d'un quelconque canard, attendant d'être à la maison pour se livrer à l'ouverture des élastiques qui fermaient le périodique avant de tirer sur le sien. Il le savait bien, ouvrir une telle publication en public pourrait créer un incident tant la détente de son sicou était sensible et risquait de décharger une cartouche de 9 ml devant un parterre de ménagères terrifiées. À m'y donner le 80 grammes d'un hebdomadaire boulier, soit, mais dans les règles de la bienséance, je vous prie. Mais vous le savez, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, même au pays des bonnes manières se cachent des rustres, des gueux, des empêcheurs de courbetter en rond qui ne mesurent pas la portée de leurs actes. Et en ce jour d'octobre, c'est tout l'univers de Iwao qui bascula dans l'anarchie et le chaos. Sortant de son bureau, notre héros se rendit chez le dépanneur, un 7-Eleven au pied de son immeuble, et salua, comme à son habitude, la jeune fille qui tenait la caisse chaque jour à cette heure-là. Puis, après avoir pris un petit panier, il glissa quelques friandises salées pour accompagner ses bières, des nouilles à réchauffer et jeta un œil sur le rayon presse. C'était le jour de sortie de son magazine préféré, et bien qu'il ne l'achète jamais dans ce genre d'endroit, après tout, un petit coup vite fait, ça n'a jamais tué personne. Mais voilà. Le regard à peine posé sur l'imposante poitrine de la jeune covergirl de la semaine, il remarqua aussi que la publication était ouverte, alors s'en saisissant subrepticement, il feuilleta quelques pages et se rendit compte trop tard de ce qu'il faisait. Les couleurs étant dressées, la hussarde ne demandant qu'à se déverser en masse sur l'ennemi, il était fait comme un rat s'il ne se débarrassait pas immédiatement de cette grosseur. La ville entière verrait sa perversion. Alors son son ne fit qu'un tour, il se saisit de la publication, se retourna et attrapa une mini-boîte de petits chapeaux en caoutchouc, autant ne pas saloper les commodités, avant de se rendre prestement au comptoir pour régler ses emplettes. Aussi rouge que la jeune femme qui passait ses articles, il lui demanda pourtant, avec toutes les précautions oratoires possibles, de ne pas emballer la revue et les gants à un doigt. Puis, chuchotant, il lui demanda la clé des toilettes, insistant sur l'urgence de la situation. Voyant que la jeune fille avait de bonnes manières et en chantre de l'honnêteté, il lui expliqua à tout de go qu'il lui fallait 2 rechefs patiner l'obélisque s'il voulait sauver les apparences et son honneur. Le petit geste en direction de sa protubérance, comme preuve de son émoi, fut sans doute de trop. La jeune employée appuya sur le petit bouton, non, celui sous le comptoir en cas d'agression, bande de pervers, et bien vite la maréchaussée vint cueillir l'onaniste poli jetant pour l'éternité l'opprobre sur sa famille. Arrêté pour conduite obscène et placé en garde à vue, il risque 3 mois de prison avec sursis et une forte amende et a déjà perdu son emploi, la justice devant informer l'employeur en cas d'affaire de mœurs. Moralité, tant qu'on ne peut pas compter sur autrui, il faut compter sur ses doigts. Bon, je crois que ça sert à rien d'essayer de faire des trucs intelligents, je suis un branleur, puis c'est tout. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense... Oh, et puis flemme, je vais demander à ma femme. Chérie! Salut, ça c'est Jean et merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis le créateur de la chaîne YouTube Chronique de l'étrange et sur ma chaîne on parle un peu de tout à partir du moment où c'est étrange. On parle de cinéma avec mes vidéos fantômes de fiction, on parle de musique avec mes vidéos chansons étranges, je donne également mon avis sur des séries ou des films qui sont sortis, que j'ai vus, que j'ai appréciés et dont j'ai peut-être parfois l'impression qu'on ne parle pas forcément assez, ou juste que j'ai envie de faire découvrir des trucs. Sur un autre aspect, je parle aussi de légendes, je traite de légendes que j'ai pas forcément envie qu'on oublie ou que je trouve juste intéressantes à raconter, et à côté de ça, je raconte aussi des histoires avec une ambiance au coin du feu, des histoires un peu flippantes évidemment, parce que moi j'aime bien ce qui est flippant et ce qui est étrange. À côté de ça, je fais aussi un peu de fiction, j'ai récemment sorti un court-métrage, Home, dont je suis assez fier. Bref, je sais, ça fait beaucoup, mais en même temps, il faut pas oublier que l'étrange s'infiltre un peu partout, et moi ici, j'aime l'étrange. Merci beaucoup Satsujin, et à bientôt tout le monde.
Voilà, cette 64e édition de Petit Satsujin est presque terminée et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre mes pitreries et mes nouvelles affreuses. De plus en plus nombreux, certes, mais pas abonnés. Vous voyez où je veux en venir. Allez hop hop hop, on respire, on boit une petite prune et on s'abonne. Voilà. Ok, maintenant une petite poire. Allez hop, et on active la cloche. Parfait, vous voyez comme vous voulez. Ah, voilà ma Sébi. Mes amis, je vous rappelle que vous pouvez aider la chaîne si vous en avez les moyens et apprécier un peu mon travail, soit en laissant un super thanks, le petit cœur orné d'$1 juste sous la vidéo, en rejoignant l'unité Satsujin, là, juste sous la vidéo aussi, le bouton rejoindre, oui, celui-là, ou en me laissant un pity pour boire une fois de temps en temps ou régulièrement sur Tipeee et Utip, et merci à ceux qui le font déjà. Je vous dédierai une petite vidéo sans tarder. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne et quelques objets cultes qui raviront vos soirées entre amis. La boutique Spreadshirt vous attend elle aussi et vous offre un vaste choix de tricots et chandails qui égayeront un peu votre morne-hiver. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, j'y suis régulièrement et y poste souvent de belles photos de balles de tennis bleues, c'est splendide. Allez, je vous laisse, il est l'heure pour moi de lire la presse. J'ai testé la presse. Oui. Elle est pourrie. Oui, mais ça c'est pas nouveau, c'était pas la peine de faire un test pour ça, on le sait depuis longtemps. Matane.